nous allons comprendre, regarder ce qui se passe aux Pays-Bas pour la bande dessinée, ce qui s'y lit et de quelle manière, avec quels auteurs, quelles histoires, quelles esthétiques. Nous passerons également les frontières pour nous intéresser aux bandes dessinées venues de l'étranger qui sont lues aux Pays-Bas, mais aussi les bandes dessinées en néerlandais qui, comme c'est le cas pour vous, Tipex et Aimé de Jong, eh bien, sont d'auteurs du Pays-Bas et que l'on peut lire jusqu'ici en France, puisque oui, il n'y a pas que la série Bob et Bobette, il n'y a pas que les dessins de Willem dans Libération qui ont traversé les frontières et qui nous viennent du Pays-Bas. Je vais vous présenter Aimé de Jong, que vous avez fait paraître il y a quelques mois, voilà, l'album dont vous voyez la couverture chez Dupuis, 60 printemps en hiver, sur un scénario d'Ingrid Chabert, l'histoire d'une femme qui, le jour de son 60e anniversaire, a la curieuse idée, plutôt que de souffler de ses bougies, de quitter mari, famille et maison pour partir dans un van, un choix qui n'est évidemment pas compris par sa famille, jugé comme égoïste, mais qu'elle confortera en rencontrant une jeune femme d'abord, et puis les membres du club des vilaines libérées qui ont en commun ce goût pour la liberté. Vous vous êtes associé ici à une autrice française, comme vous l'aviez fait il y a quelques années avec Zidrou pour l'obsolescence programmée de nos sentiments. Et puis vous avez également écrit et dessiné seul cette fois-ci cet album, Le Retour de la Bondrée. C'était en 2015, le roman graphique par lequel vous étiez fait connaître chez nous en France. Parce qu'aux Pays-Bas, il faut le dire, vous avez déjà publié plusieurs histoires, plusieurs bandes dessinées, notamment pour les enfants, avec Kito et Boris, et puis Slim Finn, et puis l'an dernier, voilà, vous avez un lien particulier maintenant avec Quai des Bulles, puisque l'an dernier, vous avez fait paraître cet album seul, ce roman graphique, Jour de sable, qui avait été récompensé par le prix Ouest France Quai des Bulles, dans lequel vous racontiez un photographe qui était photographe américain qui était chargé par une agence gouvernementale de témoigner du Dust Bowl, donc c'est cet accident agricole aux États-Unis avec ces nuages de poussière qui ont ravagé le pays, le centre du pays en pleine dépression. Tipex, vous avez fait paraître en 2018 une biographie d'Andy Warhol sous ce titre, Andy, un conte de fées aux éditions Casterman. Alors un album original dans sa forme, puisque vous avez raconté en différents moments, en 10 chapitres, l'histoire d'Andy en vous inspirant de 10 esthétiques différentes, et puis album original, puisqu'il est paru simultanément en 6 langues pour raconter donc cet artiste du pop art. Et puis précédemment, c'était l'œuvre de votre contemporain Rembrandt que vous aviez raconté dans cet album, ce qui marque aussi vos centres d'intérêt, hein, qui sont les arts et la biographie. Et puis vous avez récemment fait paraître, alors aux Pays-Bas, pas encore en France, un album sur la vie du philosophe allemand Moses Mendelssohn sous ce titre Moïse. Et puis à vos côtés, Stéphane Neuvenhuis, vous êtes critique de bande dessinée et journaliste, rédacteur en chef du site internet de bande dessinée 9e art. Vous êtes l'auteur de plusieurs livres parus en néerlandais, et puis c'est vous qui avez conçu l'exposition que vous avez vue ou que l'on peut voir encore durant tout ce week-end un petit peu plus loin dans ce palais du Grand Large. Voici mon histoire, avec cette brochure qui vient raconter la bande dessinée des Pays-Bas, et puis notamment la nouvelle génération, la nouvelle garde, puisque c'est une histoire assez mouvementée, en tous les cas, que celle de la bande dessinée aux Pays-Bas. C'est-à-dire qu'il y a eu des moments où ça allait très bien, et puis il y a eu des creux, ce qui m'amène à vous poser cette première question. Stéphane, aujourd'hui, elle va comment, la bande dessinée, chez vous? Like in general, how it is? Oh, that's a tough question to start with. It's doing well, I guess. We are facing some difficulties at the moment, but despite the difficulties, I think what people should know to start this conversation is how the
comics in the Netherlands are presented, because our country, with Flanders together, is a small language. You know, there's only 23 million people speaking Dutch, so it's quite a small audience to start with if you keep the comics in your own language. And that's why, for instance, MA and Tipex are fortunate to have their albums translated into French. But that's something to consider before talking about how the situation is. Because in the Netherlands, every year, about 1,500 unique comic books are published. Most of them are translated from French, English, and other languages, and just a small amount is originally in Dutch. I think 10-15%. How many comic books? 1,500. Alors c'est une question difficile pour commencer. Je dirais que la scène BD se porte bien aux Pays-Bas, même si on est confronté à quelques difficultés en ce moment. Malgré cela, voilà, je dirais que la scène de BD se porte bien. L'un des points les plus importants à considérer, c'est que notre pays est un petit pays. Si on considère également la Flandre, eh bien, il y a seulement 33 millions de locuteurs du néerlandais. Donc c'est quand même un petit public cible à considérer. Et donc on peut saluer le fait que Tipex et Aimé aient eu la chance d'être traduits en français. Mais c'est vrai que la question de la langue est un point important à considérer. Chaque année, aux Pays-Bas, il y a environ 1500 titres qui sont traduits du français, de l'anglais ou d'autres langues. Mais sinon, c'est seulement un petit pourcentage de BD locales qui sont publiées, environ seulement 10 à 15%. Ce qui m'amène à poser la première question pour tous les deux, qui êtes auteurs, Aimé de Jong et puis Tipex. Je ne vais rien dévoiler en disant que vous n'avez pas tout à fait le même âge, ça veut dire que vous n'avez pas non plus commencé au même moment la bande dessinée. L'un et l'autre, quand vous avez commencé à faire paraître des bandes dessinées chez vous aux Pays-Bas, c'était en vous inscrivant dans quelle histoire et dans quelle réalité à ce moment-là? Ja, maar ik hoorde het laatste stukje niet. Wat was de context toen jij begon met striptekenen? Ah, ja. Hoe was het voor jou? Aujourd'hui, c'est mon jour français et je vais essayer de répondre en français, mais je ne sais pas si ça va réussir. Nous sommes très indulgents. C'est très courageux. Maintenant, la situation quand j'ai commencé, ah oui, c'était une situation très différente d'aujourd'hui. Parce qu'à ce moment, il était le fin de mon jour français. It was a very popular thing then, and comic books were sold by the hundreds of thousands, and today they are sold, well, if you're lucky, by thousands, but if you're not lucky, by the hundreds. And I saw the decline. I wasn't responsible personally for the decline, but I witnessed it. And the difference now is that the focus, at least for me, is more on graphic novels than on the comic book from those days. Eh bien, lorsque j'ai commencé, les BD étaient très populaires aux Pays-Bas. Elles se vendaient par centaines de milliers. Aujourd'hui, si on a de la chance, on peut espérer en vendre des centaines. Bon, j'exagère un petit peu, mais c'est pour dire. Alors, je ne suis pas personnellement responsable du déclin de la BD aux Pays-Bas, mais en tout cas, j'en ai été témoin.
Et aujourd'hui, eh bien, il y a vraiment la scène des romans graphiques qui est plutôt à considérer. Et puis pour vous, Aimée? I think for me it was very different because I grew up in a household where they really loved Franco-Belgian comics. So my parents, they had a collection of Spirou and Tintin, and so that's how I started my passion for comics. But at some point, as a teenager, I discovered manga, so Japanese comics, and I was always drawing, and I was just copying all the comics I loved to make some nice artwork and like a concept cover for a new Spirou album or something, and that's how I started drawing. And I think at the time in the Netherlands, the same thing was happening on a wider scale. So young people discovered manga, and there was a big community of artists who started getting influenced by Japanese comics. And right now, my drawing style is still a result of the way I grew up, because it's a perfect mix between European and Japanese comics, I think. So in a way, it really reflects the state of the Netherlands at that time. Pour moi, c'était très différent parce que dans mon foyer, eh bien, en fait, j'ai grandi dans un contexte vraiment fan de toute la BD franco-belge. Mes parents avaient tous les Spirou, Tintin, etc. Et c'est comme ça que ma passion pour la BD est née. Quand j'étais ado, j'ai également découvert tous les mangas, la BD japonaise. Et j'ai commencé à copier ces œuvres que j'admirais, voilà, tout en faisant également des fausses couvertures qui auraient pu servir à des Spirou. Et c'est comme ça que j'ai commencé le dessin. Et puis, à une échelle plus globale, en fait, en même temps, eh bien, les jeunes découvraient en même temps les mangas. Une jeune génération d'artistes s'en inspirait également. Et je pense que c'est pour ces raisons qu'aujourd'hui mon travail est inspiré à la fois de la BD européenne et de la BD japonaise. Ce qui veut dire, Stéphane, que se pose la question, Yeah, où est la bande dessinée des Pays-Bas? Well, I'd like to add something just to make the picture like perfect. When you walk around here on the festival and you see the comics, they are for children, then to grown-ups, teenagers, and teenagers and grown-ups, and so all the stages are covered. When you go to a festival in the Netherlands, you see comics for people who were children in the 1970s and 1980s, and they still like that kind of comics. So it's very one-dimensional, and we have like comic shops designed for them. We have comic festivals designed for them, and they are like collectors. They collect comics. Besides that whole situation, there is graphic novels for, we'll say, other people. You know, it's not for collecting the comics. So graphic novels have a tendency to go to other people's liking, and the same thing with manga. So teenagers grow up with manga nowadays. So the Franco-Belgian comics are losing their importance. So it's shifting towards graphic novels and towards manga. Donc oui, je voudrais juste ajouter également quelque chose. Donc par exemple ici, quand on se balade dans le festival, on voit qu'il y a de la bande dessinée pour les enfants, pour les ados et pour les adultes. Donc tous les stades de la vie sont couverts. Aux Pays-Bas, en fait, la BD a commencé pour les enfants dans les années 70-80, et c'est toujours ces mêmes BD qui continuent en fait. On a des magasins de BD pour ces BD-là, des festivals pour ces BD-là, et qui sont en fait très recherchés par les collectionneurs. À l'opposé, tout ce qui est roman graphique, en fait, c'est fait pour d'autres personnes. Ce n'est pas fait pour les collectionneurs.
comme pour les mangas par exemple. Maintenant, les ados grandissent avec les mangas. Et donc, la bande dessinée franco-belge, finalement, perd un petit peu de sa prévalence. Et donc, voilà, on retrouve la même chose pour les romans graphiques et pour les mangas. Mais ce qui pose quand même la question pour tous les trois, où était la bande dessinée des Pays-Bas, à la fois dans vos sources d'inspiration, mais aussi pour vous, Aimé de Jong et Tipex, se dire qu'on va faire de la bande dessinée alors qu'on est néerlandais. Est-ce qu'il y a eu des maîtres, des personnes, des modèles que vous avez voulu suivre? Parce que vous parlez beaucoup de mangas, beaucoup de comics, beaucoup de bandes dessinées franco-belges, mais finalement, elle est où la bande dessinée des Pays-Bas chez vous? Yeah, so I didn't have any Dutch influence. It was actually when I was 18, I got a boyfriend who was into Dutch comics, and he introduced me to Dutch comics. So I was pretty late to the party. So if I would say what are the most important Dutch comics, I think maybe. Well, the Dutch comics are, correct me if I'm wrong, often they are funnies. So it's short comics for newspapers, gags, and they are very popular. So we have Dirk Jan, we have Single, we have, for example, cartoons, Fokke en Stukke, Sigmund. It doesn't matter the title. It's just very often that they're made for newspapers and then serialized in the form of comic book series, but I can't say that I know any like Dutch comic books that really inspired me. So I was always looking out of the country, but maybe for Tipex it's different. En fait, non, j'avais pas vraiment d'inspiration néerlandaise. Quand j'avais 18 ans, j'ai eu un petit ami qui s'intéressait aux BD néerlandaises, et c'est comme ça que j'ai découvert, en fait, sur le tard, la BD néerlandaise. Mais voilà, il faut dire aussi que la BD néerlandaise a toujours été plutôt des formes courtes, humoristiques, publiées dans des journaux. Et donc voilà, il y a quelques noms comme ça que je peux citer. Je vais laisser Aimé les répéter pour ne pas assassiner la prononciation de ces noms. Can you repeat the names? Sigmund, Single, Fokke en Stukke, Dirk Jan, Heinz. Whatever. Donc en fait, voilà, je peux citer ces noms, mais elles n'ont pas vraiment constitué pour moi une source d'inspiration. J'ai toujours en fait cherché en dehors des frontières de notre pays. Je ne sais pas si c'est la même chose pour Tipex. She made all those titles up. Elle a inventé tous ces noms d'artistes. For me, it was different, but I was also not aware what was a Dutch comic and what was, for instance, French comics. I grew up with Asterix, Lucky Luke, and lots of other French comics, but they were in this Dutch comic magazine, and they were mixed up with Dutch comics. But I didn't know which were the French and which were the Dutch ones. Oui, pour ce qui est de la BD française, forcément j'ai grandi avec Astérix, Lucky Luke, et en fait ils étaient publiés dans des magazines de comics néerlandais, où en fait il y avait aussi des artistes néerlandais dedans, mais c'est vrai que moi en les lisant je ne savais pas trop lesquels venaient de la scène française et lesquels venaient de la scène néerlandaise. And when later I grew up, then I became aware of underground comics, and those really flourished in the Netherlands. And there are a lot of artists that I really admire from those days, and some of them still do comics. And they have, for me, the highest level of Dutch comics. Oui, en grandissant, j'ai découvert la scène BD underground aux Pays-Bas. J'ai découvert alors beaucoup d'artistes qui florissaient à l'époque et dont certains travaillent encore aujourd'hui et qui amenaient vraiment un très haut niveau, au niveau artistique.
Alors, Stéphane, la question du coup que l'on peut se poser en entendant Aimé et puis Tipex, c'est de savoir qu'est-ce que ça voudrait dire une bande dessinée aux Pays-Bas. Est-ce qu'il y a une esthétique, une identité qui s'est affirmée malgré tout ce qu'ils ont dit, c'est-à-dire aujourd'hui la forte présence des comics venus des États-Unis, des mangas venus de Corée et de Japon, et puis hier et aujourd'hui de ce qui vient de la France et de la Belgique. Est-ce qu'il y a eu quand même la possibilité de construire quelque chose, une identité, une scène vivace? Yeah, I understand the question. That's an interesting question because when you look at both the works of MA and Tipex, for instance, I don't see anything typically Dutch in it because it's not situated in the Netherlands, for instance. Maybe there is, if you have like the subject of the Second World War, then it's typically a Dutch thing because, you know, how we got through the war. It's something like that. But besides that, like we have Gilles de Geus. You remember that? No, it's about the Inquisition. Is it? Also, yeah. 16th century. 16th century. So that's our history, and that's a comic. But is it typically Dutch? Yes, the subject is, but I think the humor is more slapstick. Maybe Italian inspired. So. Yeah, you think? Yeah. C'est une question très intéressante parce que c'est vrai que quand on voit le travail d'Aimé et de Tipex, c'est vrai qu'on ne se dit pas ah bah c'est de la BD néerlandaise. Donc ça vient aussi sûrement du sujet qui est abordé parce que évidemment si on avait une BD qui parlerait de la Seconde Guerre mondiale, là elle pourrait être typiquement néerlandaise en se disant bah voilà comment nous les Néerlandais on a vécu la guerre. Il y a par exemple une BD sur l'Inquisition. Gilles de Geus. Merci. Et là, en effet, le sujet est néerlandais. Mais en revanche, au niveau du style, bah, finalement, son côté humoristique a plutôt une influence, qu'on pourrait dire, italienne. Donc, voilà. Mais alors, malgré le fait que vous avez fait... I'd like to add something. Ah, ok, allez-y. The reason that we don't do very typically Dutch comics is also because that would be very foolish because we have to sell across the border and the audience in Holland is far too small for comics. Maybe that's what makes it Dutch. Yeah, maybe that's what, yeah. Anti-Dutch. En fait, je voudrais aussi ajouter quelque chose. Une des raisons pour lesquelles peut-être qu'on ne fait pas de BD typiquement néerlandaise, c'est aussi qu'il faut qu'on puisse vendre nos œuvres en dehors des frontières de notre pays. Donc peut-être que c'est une raison. Et Aimé a ajouté, peut-être que c'est ça qui rend notre style typiquement néerlandais. Mais quand même, il y a une histoire, puisque Tipex, vous êtes intéressé à votre vieux contemporain de Rembrandt, il y a quand même une histoire visuelle des Pays-Bas. Est-ce que quand même elle vous inspire encore aujourd'hui, même si l'histoire des peintres, elle a été aussi florissante dans le passé, elle ne l'est peut-être plus tout à fait aujourd'hui? Oui, Rembrandt était une commission de le Rijksmuseum. Et, commande. Une commande. So I'm not going to do it in French. That does it. No, it was perfect. Now you've really done it. Okay. It was a commission by the Rijksmuseum, and I thought it was a nice opportunity for me to make, because I didn't know Rembrandt lived most of his life in Amsterdam, and I'm from Amsterdam, so I could make gave me the opportunity to make an autobiography about a famous painter. And also, I think Rembrandt is our most famous countryman ever, next to Johan Cruyff, of course. Oui, en fait, Rembrandt a passé une grande partie de sa vie à Amsterdam, et moi je vis aussi à Amsterdam. Et c'est vrai que Rembrandt est sûrement l'un de nos compatriotes les plus connus. Mais alors comment vous vous êtes dit quand même un jour que vous
faire de la bande dessinée, mais que vous pouviez vivre de la bande dessinée en étant dans le contexte que vous nous avez décrit, avec peu de locuteurs, avec peu de place finalement pour une production locale. Well, I never thought I could make a living of comic books, but I just liked doing it. And so my education was in animation, in animated film. I studied that at the academy, and it was always my goal to do that for a living. And actually, Holland is also very good for animation. There's lots of animation studios, but we can talk about it another time. But so that's what I wanted to do. But I was always drawing comics, and suddenly I had one job in comics, and then someone saw it and called me for another job, and then someone else saw that and called me for another job. And within a year, suddenly I was a comic book artist. And I did many jobs like it, small jobs for magazines, newspapers, anything. And at some point, I didn't have to do any animation anymore. I was just full-time comic book artist. So I can't say it's a choice. It just happened that way. Now I'm happy with it, but I never thought I could. Oui, en fait, j'avais jamais pensé que je pourrais en faire un métier. C'est juste ce que j'aime faire. En fait, moi, j'ai étudié l'animation dans une académie d'art. Et en fait, j'ai commencé à faire de la BD parce que voilà, j'ai fait une petite commande. Ensuite, quelqu'un m'a rappelé. Ensuite, une autre personne m'a rappelé, etc. Et en fait, voilà, au bout d'un moment, j'ai enchaîné tout ça, donc pour des magazines, des journaux, etc. Et au bout d'un moment, je n'avais plus besoin de faire de l'animation. Donc en fait, faire de la BD, ce n'était pas vraiment un choix de carrière, c'est arrivé comme ça. Je n'avais jamais pensé que ça pourrait se faire. Et pour vous, Tipex, est-ce que c'est arrivé aussi comme ça par hasard? Et par I hope when I grow up I can live of comics, but I still do a lot of illustrations and well, less and less, but I've always, well, there's nothing else I can do except doing comics and draw. I don't have a driver's license. I know nothing of the world. So, yeah, there was never a choice. I wanted to be a comic artist since I was 4. Before that, I wanted to be a private detective. Oui, j'espère que quand je serai grand, je pourrai faire je pourrai en vivre. En fait, je fais toujours un peu d'illustration, mais en fait, je ne sais rien faire moi dans la vie à part faire de la BD. J'ai pas le permis, par exemple, et en fait, je rêve de faire ça depuis que j'ai 4 ans. Et sinon, je pensais que je serais détective privé. Mais est-ce que, Stéphane, la réponse que viennent de nous faire Aimé et puis Tipex, elle est valable que pour aujourd'hui, ou est-ce qu'il y a eu des moments où il y a eu une scène d'auteurs de BD néerlandaises plus vivace et économiquement plus solide? Well, there was a time, I think, after World War II, the Toonder Studios, Martin Toonder, but maybe he's also famous here by Tom Poes and Olivier Bommel. Martin Toonder, he had studios, and that was flourishing until the early 70s, I think. And that was, he had lots of animations, lots of newspaper comics, and they were syndicated all over the world. So he made an effort to, a lot of people could live from comics by that time. After that, I think comics were like individuals. I think there's not many people who can live by comics. For instance, we have Dick Matena, Martin Lodewijk, who are really big names from the 70s on. But I don't think they managed to
free themselves for any duties now. They still have to produce in order to get their page built. So, unfortunately, no. Je crois qu'après la Seconde Guerre mondiale, en effet, il y a eu un moment comme ça, avec notamment les studios de Martin Towner, qui ont été très florissants, notamment aussi dans les années 70, avec production d'animation, de BD. Et à cette époque-là, beaucoup de gens vivaient de la BD. Maintenant, c'est le cas de peu d'élus. Et maintenant, voilà, il y en a peu qui peuvent arrêter de travailler. En fait, la plupart des gens doivent continuer à produire pour vivre de leur création. Ce qui pose aussi donc du coup la question, même si vous l'avez abordé un petit peu, de qu'est-ce que les gens, vos compatriotes, qu'est-ce qu'ils lisent véritablement. Vous avez parlé tout à l'heure, Stéphane, que la bande dessinée est restée cantonnée pour les âges les plus jeunes, les enfants, les adolescents. Mais qu'est-ce qui est lu de production locale? Qu'est-ce qui est importé? Qu'est-ce qui est traduit? Est-ce que c'est un pays de lecteurs de bande dessinée? Well, most of the comics in the Netherlands are translated from other languages, but don't forget that Dutch people are used to read English all the time. So it's really easy to buy English books online, for instance. That's a really easy part. So Dutch editors, publish houses won't translate books that are already available in English. That's something to consider also. They read whatever they do, like webtoons, etc. Like the younger generation, they read whatever they can. I think the younger generation is really looking all over the place to see what they can read and what they can enjoy. And when you go to Comic-Cons, for instance, in the Netherlands, you see Harry Potter next to comics, next to manga, next to traditional comics, graphic novels. It's all a big melting pot. So everyone picks his own cherries. I think that's what the Dutch audience is like. So they're not focused on one thing. Oui, il y a beaucoup, comme on disait, d'œuvres traduites qui viennent des autres pays, mais en fait, il ne faut pas oublier qu'aux Pays-Bas, beaucoup de gens lisent l'anglais. Donc, c'est très facile maintenant d'acheter en ligne des BD en anglais. Et c'est vrai qu'aux Pays-Bas, les éditeurs ne vont pas faire traduire une œuvre qui est déjà disponible en anglais. Il faut aussi penser que maintenant, les jeunes lisent beaucoup de webtoons. Et je pense que les jeunes sont à la recherche de tout ce qu'ils peuvent trouver, justement. Et c'est vrai que quand on entre dans une librairie aux Pays-Bas, eh bien, Harry Potter va être à côté de mangas, à côté de romans graphiques, etc. Et en fait, c'est un joyeux melting pot et chacun choisit un peu de se tourner vers ce qui lui plaît. Je pense que c'est aussi ça qui est intéressant, c'est que les lecteurs ne sont pas tous focalisés sur la même chose, chacun pioche un peu là où il veut. Arrêtons-nous un instant sûrement sur le genre que vous avez cité à plusieurs reprises, qui est le genre du roman graphique. Est-ce que c'est le genre qui domine la bande dessinée qui est lue aux Pays-Bas? Parce que Aimé de Jong, vos albums, c'est pas des albums de 48 pages, hein, à chaque fois ce sont des gros albums comme vous pouvez le voir, et puis Tipex, votre Andy Warhol aussi, est une somme. Est-ce que ça veut dire que c'est un lectorat d'histoire complète, qu'il n'y a pas de séries qui sont diffusées et lues chez vous? Personally, I love series of comics, and I constructed the Andy Warhol was constructed as 10 little books, but Casterman, my French publisher, the main publisher, they didn't want a series. So it's not only in Holland that series aren't that popular. If you look in the book, you see it really consists of 10 different books with covers and
you can show it. So I think it's even if you look like a popular French series, Le Rap du Futur, I think that there's a decline from the first. Everybody buys the first part, less people buy the second, and that goes on. So nobody's really keen on making a lasting series nowadays. Oui, moi j'adore les séries. Si vous regardez, en fait, Andy a été construit comme 10 petites histoires, 10 petits livres. Et donc, voilà, avec Casterman, on l'a publié sous cette forme-ci de gros livres. Et en fait, c'est pas seulement aux Pays-Bas que c'est plus compliqué de publier des séries et de vendre des séries. Si on regarde en France, une série française qui est quand même très très populaire, comme L'Arabe du futur, en fait les gens ont plutôt tendance à acheter les premiers tomes et ensuite à pas forcément vouloir continuer en fait sous la forme de série. Stéphane, comment est-ce que les éditeurs aux Pays-Bas choisissent les bandes dessinées venues des autres pays, et on va être un peu chauvin, venues de France, qu'ils vont traduire et diffuser chez vous? Right. There are different publishing houses. We have like Standard, who is publishing all the Dutch versions of Dupuis, Dargaud, Lombard, Casterman and Glénat. Those comics are the serialized comics. Like there's like Buck Denny, Michel Vaillant, etc. So that's a big part for the collectors. Besides that, there are more adventurous editors who are going more for newer audiences, and they chose graphic novels and more serious books, if I may make a personal comment. So for me, those adventurous publishing houses are the future for the comics, because the people who still buy all the series are diminishing in volume. Oui, en fait, agree? Dying. Yeah, they're dying. Okay. En fait, il y a plusieurs maisons d'édition qui publient des traductions. Il y a notamment Standard, qui est la maison d'édition la plus importante, qui traduit les BD de Dupuis, Dargaud, Casterman, Glénat, etc. Il y a aussi d'autres maisons qui sont plus spécialisées dans les séries, comme Buck Danny, etc., plus les collectors. Et enfin, il y a des maisons d'édition qui sont plus aventureuses et qui vont traduire plutôt la nouvelle génération, des BD qui sont plus des romans graphiques, des œuvres que je dirais peut-être plus sérieuses. Et moi, je pense que ce sont ces maisons aventureuses qui constituent le futur aussi pour la scène BD aux Pays-Bas. Car aujourd'hui, il faut bien dire que les gens qui achètent des séries sont de moins en moins nombreux, comme on le disait. Vous voulez rajouter quelque chose, Aimée? Je vous ai vu prendre le micro. Oh, yes. So one thing that's interesting right now, what's happening, is that authors like Tipex and me, we have French language publishers. So our original work is French. It's not Dutch, it's French. We work with translators for that. So, for example, 60 Printemps or Jour de Sable is published in French. That's the first edition. And then there is a Dutch publisher house who buys the translation rights for Dutch. And it's very strange. So that's how we work right now. And actually, I know an author Joris Bas Bakker, who is a Dutch author, who is now signed with Nobrow Press. It's an English publishing house. And so he has an English edition, but there's no Dutch publishing house who wants him. So he doesn't even have an edition in his own language. And it's kind of weird. I mean, we are lucky that there are Dutch publishers who want us, but I can imagine maybe one day I'll have a French book that is not translated in Dutch. So
you know, it's very interesting how international the Dutch artists are working right now. Oui, une chose aussi intéressante à noter, c'est qu'en fait, donc nous, par exemple, on a pu travailler avec des maisons d'édition françaises, et donc par exemple des BD comme 60 printemps en hiver, Jour de sable, etc., ont été publiés d'abord en France, en français, et ensuite une maison d'édition néerlandaise a racheté les droits et l'a publié en néerlandais. Donc ce qui pour moi voilà, me fait un petit peu bizarre, me paraît un peu étrange. Je connais par exemple un auteur qui s'appelle Boker qui a une maison d'édition anglaise qui publie ses œuvres, mais qui n'est pas traduit dans son propre pays, aux Pays-Bas. Donc c'est vrai que ça fait un petit peu bizarre. Nous, c'est vrai qu'on a la chance d'être publié donc à l'étranger, mais aussi chez nous. Donc voilà, on espère que ça continuera, mais c'est vrai qu'on ne peut pas le savoir. Comme ça, vous faites la transition toute trouvée pour la question d'après, c'est de savoir comment vous, Aimé, comment vous, Tipex, vous avez réussi à dépasser les frontières, à traverser les frontières pour être connu, reconnu et donc publié jusque chez nous. Je veux répondre en un mot, et c'est Angoulême. Oui, je vais répondre avec un seul mot, Angoulême. Oh, okay. That's it. Angoulême. In Angoulême, I was there and I got to know all the foreign publishers and especially Castaman. And there it all started. From then on. And of course, the first book that got the attention was my book on Rembrandt, because that was already translated for the Rijksmuseum, because they have different audiences. And that made it a lot easier, because, well, people have to be able to read your work. C'est vraiment Angoulême en fait qui a vraiment tout fait, qui a vraiment tout lancé. Et c'est vrai que mon premier livre traduit c'était Rembrandt, qui avait déjà été traduit en fait par le Rijksmuseum, qui a plusieurs types de visiteurs, un public assez large. Et c'est vrai que c'est ça en fait qui a tout lancé. Avant Aimé, Stéphane. Yeah, and that's an important part when you are a Dutch author. When you stay in your house, nothing is going to happen, and that's why we decided to bring 8 young, aspiring comic artists to Quai de Bulle. So people can read their work. We translated it into French so people get to know it. And then we made the magazine where you can read about our future. So it's a little push forward, and we hope that publishing houses around French publishing houses get to know them, you know. So that's an important part, because when you stay at home, there is not much going on, so you have to be around and out. Oui, en fait, quand on est un auteur néerlandais, en fait, si on reste chez soi, en fait, rien ne va se passer. C'est pour ça aussi qu'on a voulu monter cette exposition à Quai des Bulles, qu'on a créé le magazine pour faire connaître aussi les auteurs néerlandais, notamment les jeunes auteurs qui représentent le futur de la scène BD néerlandaise. Et en espérant leur donner un élan, espérant que des maisons d'édition pourraient ainsi les rencontrer, les connaître, parce que quand on est un auteur néerlandais, il faut avoir cet élan vers l'ailleurs. C'est aussi ce qui vous est arrivé, Aimé de Jong, vous n'êtes pas resté chez vous, c'est comme ça que vous êtes fait connaître. Oh, it's really true what Stefan says. So you really have to go out with your work and present it, because I went... I think it was 2016 that I went to Brussels to the big comic book museum, where they had a day of... they invited a lot of publishing houses from Belgium and France, and they invited comic book authors to show their work, to show their portfolio, and you could have a one-on-one discussion with the editor. So I was still working on my first book, Le Retour de la Bondrée, but I already had some pages finished, and so I could show to Dargaud, look, this is what I'm working on.
and they really liked it. And then they sent me an email a couple of weeks later, like, maybe you'd like to come by the office to talk about a translation. So I finished the book in Dutch, and then the translation was sold to Dargaud. And then afterwards they asked, well, do you have any other ideas for books? And so I could stay. Oui, c'est très vrai ce que Stéphane vient de dire. Quand on est un auteur, il faut pouvoir présenter son travail comme ça. C'est vrai que moi, en 2016, à Bruxelles, au musée de la BD, en fait, il y a eu une initiative où ils ont invité des maisons d'édition de Belgique et de France, ainsi que des artistes. Et c'était possible pour les artistes de montrer nos portfolios aux maisons d'édition. Et donc moi, je travaillais sur le retour de la Bondrée à l'époque. J'avais quelques pages qui étaient prêtes et j'ai pu les montrer à Dargaud. Et c'est comme ça que quelques semaines plus tard, Dargaud m'a écrit pour me dire est-ce que vous voulez venir à notre bureau et peut-être réfléchir à une traduction. Et donc j'ai fini la BD en néerlandais et ensuite elle a été traduite par Dargaud. Et ensuite ils m'ont dit est-ce que tu as d'autres idées à présenter? And to add something to what Stefan was saying, I just heard that from the group of Dutch authors that we have here, one has been accepted to Spirou for a commission. One has a meeting with Métal Hurlant, which is also a magazine. And one is talking with Les Humanoides, which is also a big French publishing house. So that means that already 3 or 4 authors are getting, into the French industry. And this is exactly what you're saying. You have to go out and present yourself at festivals, because here in Saint-Malo, everybody's here. The publishers, the editors, and even if they just have 5 minutes to talk with you, you can make, you can just get to know each other and each other's work. So already it's been a very successful visit. Oui, et je voudrais aussi ajouter que là, parmi le groupe d'artistes néerlandais qui est présent, il y en a un qui a déjà eu une commande pour Spirou, un qui a eu un rendez-vous avec Métal Hurlant, un autre qui est en discussion avec les Humanoides, donc des maisons d'édition, une maison d'édition française. Donc, en fait, déjà, là, il y a 3 ou 4 personnes qui ont déjà un pied sur la scène française. Et c'est vrai que c'est vraiment l'occasion ici de rencontrer des maisons d'édition, même si on peut parler avec un éditeur 5 minutes, présenter son travail rapidement, mais en fait c'est déjà une grande victoire. Ce qui m'amène, pour terminer, Stéphane, à vous poser la question de l'exposition qui nous fait découvrir la bande dessinée aux Pays-Bas, mais vous avez choisi aussi de faire un focus sur la jeune génération, l'avant-garde, notamment avec les histoires que l'on peut lire sur les pages qui sont au mur. Et je vous encourage parce qu'il y a vraiment des choses très très variées, du dessin jusqu'à la bande dessinée d'objets avec les souris. Qu'est-ce qu'elle annonce pour vous, cette avant-garde ? What do you think will be the future for the scene of the Netherlands? Well, it was interesting. Like 2 years ago, we decided, that is our website, The Ninth Art, Le Neuvième Art, de negende kunst in Dutch, to help the young aspiring artists. So we decided to make an anthology for them. We thought when we started that would be around 25 authors, and we ended up with 80 applications. So it's a huge amount, and all of a sudden we noticed there is a lot going on in our small country. There is it's vibrant, but it's underground, it's hidden in a while. So then we decided to make this anthology with 57 authors, and that's the Nouvelle Garde. And we choose 15 of them to present here and to show not only their work as a drawings, like just one page, but like all the pages, so that you have an idea how
how their voice is like. So we present complete stories, and that's why we choose that you can just flip the pages in a museal setting. That was the trick. So is that the answer to your question? Yeah, it is. Okay, good. Yeah. Oui, en fait, avec le site 9e art, en fait, on voulait aider, avec la plateforme 9e art, on voulait aider les jeunes artistes. Et donc, on a eu l'idée, il y a quelques années, de créer une anthologie, en fait, de ces jeunes artistes. Donc, on en a publié environ 20-25, il y a eu 80 candidatures, c'est énorme. Et ça montre que la jeune génération d'artistes est présente aux Pays-Bas. Seulement, elle est parfois cachée, parfois un peu underground, et il faut pouvoir les révéler. Et donc, c'est pour ça qu'on a demandé à une quinzaine de jeunes artistes de venir avec nous à Saint-Malo. Et on a voulu vraiment pouvoir montrer, pas seulement une page, mais vraiment des histoires complètes. Et c'est pour ça qu'on a choisi dans l'exposition ce système de pages que vous pouvez tourner pour pouvoir présenter ainsi leur travail. Et l'anthologie, d'ailleurs, est consultable à l'intérieur de l'exposition, puisque vous en avez apporté plusieurs exemplaires. Mais voilà, ma question était aussi de savoir qu'est-ce qu'elle annonce, cette avant-garde. Est-ce qu'elle annonce des lendemains meilleurs, plus riches pour la bande dessinée aux Pays-Bas? Oh yes, I think so. Yeah, it's a loud voice now because there's a lot of people, a lot of them. So we cannot ignore them anymore, and that's why we choose to bring them here. Because when all these older cartoonists just go to the parties. No, but it's good that their voice is being heard, and I think we have a bright future ahead, and that is a nice rounding, because I started our conversation with the difficulties we face, and now all of a sudden everything is bright and shiny. So nice work, monsieur. Merci. Oui, en fait, on voit que ces artistes talentueux sont nombreux dans cette jeune génération. On ne peut pas les ignorer. C'est pour ça qu'on a choisi de les faire venir ici avec nous. En fait, pas seulement pour faire la fête, mais c'est très important et très intéressant de voir qu'en fait, un futur radieux s'ouvre pour la scène BD aux Pays-Bas. On a connu en effet des difficultés et grâce à vous, on peut voir qu'un futur radieux s'annonce. Merci. Est-ce qu'à votre tour, vous avez des questions à poser à nos invités? Que vous ayez vu ou pas encore l'exposition? Ils ont été complets. Peut-être juste, je voudrais... Alors, on va vous apporter un micro pour qu'on vous entende bien, notamment parce que comme la rencontre est enregistrée. Bonjour. Allez-y. Ça marche? Oui. Bonjour, je voudrais juste souligner que l'exposition s'appelle « Voici mon histoire », mais il y a aussi un coin à l'exposition qui s'appelle « Voici votre histoire » et que les visiteurs peuvent écrire une petite histoire sur une carte postale et il y a toujours 2-3 dessinateurs présents qui peuvent choisir votre histoire et faire un dessin avec. Alors, vous pouvez avoir votre propre BD personnalisé. C'est un luxe et en plus vous voyez les auteurs en direct réaliser la bande dessinée. Dans le micro s'il vous plaît. Ouais. So this mysterious gentleman in the audience is Friso Weine from the Dutch Embassy. To give it some context, and he's been very generous for us because the embassy has really supported the exposition, but also they helped us to bring all the authors here in Saint-Malo together with the Dutch Literary Fund. So thank you. Oui, donc ce monsieur, donc c'est Friso. Je vais vous laisser dire le nom. Friso Weinen. Merci, afin que je n'écorche pas ce nom, voilà. Donc de l'ambassade des Pays-Bas, donc qui nous a, avec une grande générosité, aidé à monter cette exposition, mais également à faire venir toute cette jeune génération ici, notamment avec le fonds littéraire néerlandais.
Est-ce qu'il y a une autre question, que vous soyez français, néerlandais ou autre? Eh bien, dans ce cas-là, je vous encourage à aller voir l'exposition. Donc, voici mon histoire, et donc à lire aussi ce supplément, et puis les anthologies qui sont disponibles là-bas. Et si vous le souhaitez également, à faire votre histoire dessinée. C'est une exposition que vous avez réalisée, Stéphane Nieuwenhuis. Merci et bravo à vous. Et puis je renvoie évidemment à la lecture de vos différents albums, dont Andy, un conte de fées, F-A-I-T-S, puisqu'il y a un jeu de mots avec le titre de Tipex. C'est aux éditions Casterman. Aimé de Jong, le dernier album paru, c'est chez Dupuis, 60 printemps en hiver. Merci beaucoup Tipex, merci beaucoup Aimé de Jong, merci beaucoup Stéphane Nieuwenhuis, et merci beaucoup Maël Mas.